à tous. Alors bonjour à ceux qui sont là et puis je dirais bonjour à ceux qui arrivent un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est la dernière conférence de la semaine, dernière conférence de cette édition 2020, une édition évidemment exceptionnelle dont nous allons pouvoir faire un premier bilan sous différents aspects. Exceptionnel parce qu'à l'image de ce qu'a vécu le secteur du transport et de la logistique, le salon aussi a dû faire face à quelques remous. Alors, il y a eu des changements de date dans un premier temps. Et finalement, il y a eu une digitalisation totale des contenus. Alors, il y a eu SCTL Live. Bonjour Fabien. Je vais devoir vous connecter, ça fonctionne de votre côté? Vachement bien. Donc, Fabien, tu n'as rien loupé. Je vais commencer par dire bonjour. Voilà. Désolé, la technique étant ce qu'elle est, mais voilà. c'est un peu en retard. Ben oui, mais ça reste vivant tout ça. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que les organisateurs ont également dû faire face à quelques remous, à l'image des acteurs du secteur. Donc, digitalisation totale des contenus avec SITL Live, une quinzaine de conférences qui se sont déroulées pendant 4 jours, depuis mardi. Il y a également eu Match & Connect 2.0 pour les rendez-vous d'affaires en visioconférence. Virtual Tour pour vivre 6 parties caractéristiques en vidéo, presque comme sur le parc des expositions de Villepinte. Voilà. Alors avant d'interroger les organisateurs et nos témoins clés, je voudrais revenir un petit peu sur les thèmes, les sujets et les conférences qui ont eu lieu cette semaine. Alors, à commencer par la conférence d'ouverture qui, voilà, c'est un très beau plateau avec Anne-Marie Hydrac, présidente de France Logistique, Luc Nadal de GEFCO, Henri Ledoux de Bolloré Logistics, Jos de Vuist de Sto et Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Donc, ce qu'elle avait d'intéressant de cette conférence, c'est que finalement, elle a donné un peu la couleur de toute cette semaine. C'est-à-dire qu'on a pu voir un secteur. J'ai des bruits parasites. Je ne sais pas si ça vient de chez vous ou si c'est uniquement chez moi. Non, c'est bon, Héloïse, nous on vous entend. Vous entendez bien. Bon, donc voilà, cette conférence a donné un petit peu la couleur de la semaine, c'est-à-dire qu'on a vu à quel point la supply chain avait su résister. On a vu à quel point elle était résiliente. Alors certains l'ont découvert dans le grand public, je ne parle pas des professionnels, mais certains ont découvert à quel point la supply chain était capable de s'adapter et de s'adapter à des situations exceptionnelles. Certes, cette année a été particulièrement exceptionnelle, mais l'imprévu fait partie du quotidien du logisticien. Donc voilà, c'est pas une découverte, mais ça valait le coup de le rappeler. Également, ce qui a été dit et qui me semble intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'humain. Alors, on a parlé de l'automatisation, de la robotisation, de la digitalisation, de tout ce qui pouvait améliorer les process métiers, mais aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont adaptés au jour le jour pour faire face à cette situation. Il y a une autre conférence qui m'a marquée pour son point de vue un petit peu plus global et qui donne aussi une idée du contexte général. Et je pense que ça va intéresser Eric Ballot qui pourra entrer dans le détail un petit peu plus tard. Il y a des chiffres qui ont été donnés par Christian de Boissieu du Cercle des économistes avec une baisse du commerce mondial au premier trimestre de 23% et 18% au second trimestre. Ce qui veut dire, donc ce sont les chiffres qui datent de cette semaine, ce qui veut dire qu'il y a eu une fragmentation au niveau du commerce mondial qui s'est engagée, mais qui est compensée par d'autres éléments. D'abord technologique, qui empêche cette fragmentation, par la division internationale du travail, c'est là où Dallot aura peut-être des éléments à donner. En fait, chaque zone géographique finalement a maintenu une part de son travail, de son rôle, et également une finance qui reste globalisée. Donc, si la question de la relocalisation se pose pour certaines activités, elle ne se pose pas pour toutes les activités. Et ça, voilà, on pourra en reparler au fil de cette conférence.
Également, tout au long des interventions et des échanges qu'il y a eu la problématique des compétences. Et les compétences que le secteur va devoir apprendre, ou en tout cas de devenir un petit peu plus séducteur pour les compétences, notamment en ce qui concerne la transition numérique, pour attirer des nouveaux talents. Donc voilà, ça c'était effectivement un des éléments importants Alors, il y a eu des conférences qui étaient dédiées aux ressources humaines, mais c'est des choses qui revenaient régulièrement, quels que soient les sujets. Autre fil rouge, l'impact environnemental, évidemment. Alors pour citer un économiste américain, on se remettra de la pandémie, mais pas de la fonte des glaces. Donc ça, c'est bon, tout le monde l'a bien compris. Chacun a à en faire un effort, et notamment tout ce qui concerne le transport et la logistique. Donc on a entendu pas mal d'intervenants qui ont adhéré à des programmes tels que Fred 21 ou Objectif CO2. On a également parlé des énergies alternatives, qu'il s'agisse du gaz, du lithium-ion, voilà, des nouvelles organisations aussi, donc le transport combiné, d'observer aussi tout ce qui est à disposition. Donc il y a le maritime aussi qui est intervenu pendant cette semaine et pour parler de sa digitalisation. Voilà, donc il y a énormément de sujets comme ça qui ont été communs finalement à toutes les conférences, à tous les échanges, et également aux questions qui étaient posées sur le chat en direct. Voilà, ça fait partie des choses qui préoccupent aussi bien les acteurs que les clients, que les chargeurs. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, on reviendra peut-être dessus, mais je pense qu'il serait pas mal également d'avoir une vue sur les coulisses de l'événement. Donc j'ai quelques questions à poser aux organisateurs. Alors déjà, je vais voir d'un point de vue un petit peu plus général avec Alain Bagnot, donc directeur général de la division transport et logistique de Ridexpo. Avec les multiples changements qui ont rythmé, on va dire, pour rester aimable, qui ont rythmé cette année et qui ont concerné l'ensemble du secteur de l'événementiel, pas seulement Ridexpo. Mais du coup, ça veut dire que ça a impacté aussi d'autres salons dont à la charge Ridexpo. Quel premier bilan vous avez de ce semestre 2020 et quelles sont quelque part les conséquences et les leçons que vous avez tirées de ce premier semestre? Alain? Oui, Héloïse. Alors avant tout, je vous remercie pour cette synthèse, parce que vu la richesse quand même des échanges, des réflexions, des idées, je crois que nous avons eu, parce que ça doit être la 16e conférence, 16 tables rondes, avec un contenu de très haut niveau, vraiment, et je remercie aussi tous les intervenants et beaucoup de participants. Hein, je pense que Thomas précisera le nombre, mais beaucoup de participants à toutes ces conférences. Ça a été très riche, beaucoup de questions, des questions-réponses. Donc vraiment, merci et la presse et le rôle de la presse qui a bien relayé aussi cette information. Merci pour tout ça. Alors, oui, bon, c'est une situation extraordinaire pour les groupes d'organisation de salons, enfin pour l'événementiel en général, et ce qui fait la dimension historique, c'est que cet épisode a concerné quasiment l'ensemble de nos salons dans le monde. Pas limité à la France, à l'Europe, non, la Chine évidemment, enfin l'Asie en général, le Japon. Donc voilà, nous n'avons jamais connu une telle situation, même si lors des crises précédentes, notamment le SARS, il y a déjà eu des épisodes au cours desquels nous avons dû annuler ou reporter certains salons, mais pas dans cette dimension. Maintenant, ce que je crois, c'est que nous sommes dans un secteur un peu comme la logistique, qui a une très forte capacité de résilience. C'est-à-dire que nous reviendrons, et nos salons reviendront, bon, en l'occurrence, je vais dire très vite, mais non, pour la SITL, par exemple, ce sera dès 2021, mais nous reviendrons peut-être plus fort que nous l'étions auparavant. Il y a quelque chose qui a été démontré dans cette période, c'est le rôle
important, majeur des salons professionnels dans l'organisation, dans les relations commerciales entre les entreprises. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties. Moi, j'ai retenu juste un chiffre. Les salons professionnels génèrent 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et pour 1 euro investi, eh bien, chaque exposant peut retirer 8 euros de chiffre d'affaires. C'est clairement un des outils majeurs pour les entreprises pour faire du business. Donc nous allons revenir très vite, j'espère plus fort, en l'occurrence dès début septembre, hein, ce qu'a annoncé le gouvernement, c'est que nous pouvons, les salons, de nouveau autorisés à partir du 1er septembre. Les Allemands avaient communiqué plus tôt parce qu'eux ont bien évidemment en tête cette importance des salons professionnels. Et ils avaient distingué d'ailleurs les événements grand public qui pouvaient rester confinés, fermés jusqu'à septembre, octobre, et les événements professionnels sur lesquels il faut faire porter il faut porter une attention particulière parce que c'est un élément de la reprise économique que nous attendons. Voilà, donc pour ce qui nous concerne, alors d'ailleurs nous aurons un événement dès 2020 avec Supply Chain Event le 17 et 18 novembre et ce sont des événements qui se présentent, c'est un événement qui se présente bien. Nous avons d'autres événements prévus sur le tourisme également au mois de novembre et d'autres événements vers la fin de l'année, novembre, décembre. Donc, s'il n'y a pas évidemment de reprise, mais on va laisser de côté cette idée négative de reprise de la Covid, on va laisser de côté cet aspect-là. A priori, voilà, nous revenons au business à partir de la rentrée. D'accord. Et Thomas Desplanques, en tant que directeur de la SITL, plus spécifiquement, qu'est-ce que vous avez appris avec ces différents changements et rebonds de ce premier semestre et également en quoi ça va impacter les prochaines éditions, les prochains salons dont vous avez la charge? On a appris beaucoup de choses. En tout cas, si on revient rapidement sur le contexte, Alain l'a dit, fin février, annonce de la non-possibilité d'exploiter les salons et dont la CITL. Donc on reporte à fin juin. Les jours et les semaines passèrent. Donc là, on s'est rendu compte, bien entendu, et on a annulé la CITL le 7 mai pour toutes les causes de force majeure qu'on connaît. Et là, on s'est dit, rapidement, il faut trouver une solution. Alain vient de me dire, un salon et la CITL est vecteur business. Je me rappelle bien d'une discussion que j'ai eue avec Fabien aussi au téléphone en me disant, mais Fabien me disait, mais c'est très embêtant, bien entendu, pour le marché, mais aussi pour son propre business. Et en effet, là, on s'est dit, bien entendu, il faut qu'on trouve une solution intermédiaire. La solution intermédiaire était de se dire très rapidement, on va proposer des solutions différentes, digitales, comme bon nombre d'acteurs l'ont fait, mais pour notre communauté, pour activer les business, pour créer de la mise en relation. Et ça a plutôt bien marché. Je crois que peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur le bilan. Donc on a appris, comme la logistique l'a été, à être résilient, alors on a parlé, à être agile, et puis à proposer, continuer à jouer notre rôle d'activateur et de trait d'union sur cette plateforme en tant qu'SITL. Donc ça c'est sûr. Alors, on n'avait pas besoin de cette crise pour montrer qu'on était agile. Néanmoins, on a, j'espère, eu une réponse, ou des réponses, à la fois de proximité commerciale avec nos clients, nos partenaires, pour pouvoir essayer de trouver des solutions avec eux, tant pour les fidéliser pour la prochaine édition que pour monter en à peine 5 semaines ce format de Digital SITL qui a connu plutôt un beau succès, comme le disait Alain, avec un nombre de participants. Voilà, justement, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur, c'est j'imagine temporaire parce que c'est une première estimation, mais est-ce que vous avez déjà quelques éléments à nous communiquer? Oui, alors c'est encore un peu tôt, mais puisqu'on reviendra vraiment vers nos partenaires et exposant les marques sur des, comme on dit, des KPI très précis sous 8 jours. On va regarder aussi, analyser la data. En fait, on avait pris le pari d'organiser à la fois les rendez-vous d'affaires et les conférences sur une même et unique plateforme, de manière à pouvoir, j'allais dire, driver et gérer toute la data, et ça fait partie aussi de notre métier.
On peut dire aujourd'hui, on a eu plus de 5000 participants, Héloïse, à cette Digital SITL, ce qui est plutôt bien. Pour vous donner un exemple, être très pragmatique, comme l'ont été nos experts métiers toute cette semaine, on a environ 40 000 professionnels sur une SITL de taille conséquente traditionnelle. Donc là, 5000. Et puis on l'a vu à travers cette semaine qu'on a eu des utilisateurs, des participants de grande qualité, à la fois des experts métiers qui sont intervenus, mais aussi ceux qui ont participé, qui se sont inscrits au webinaire et qui ont fait quelques rendez-vous d'affaires. On a bien vu les marques représentées qui étaient fortes. Et ça, on a plutôt eu des bons retours. Donc on est plutôt satisfait de ces premiers tours. On avait fixé aux alentours des 4005. Bon, on ne faisait pas la course aux chiffres. Point important. La SITL ne fait pas la course aux chiffres sur chaque édition. On préfère avoir des plateaux de qualité. Et on l'a eu entre la conférence d'ouverture et les différentes conférences qu'on a eues. Je crois qu'on peut vraiment être fiers de tout ça, avec l'intervention aussi du secrétaire d'État qui a montré, en tout cas, tout son intérêt à cette filière. Donc les KPI sont plutôt bons. Et je finirai cette première question. En tout cas, on a essayé de démontrer que la SITL a un vrai rôle à jouer depuis la création, un vrai rôle à jouer au sein de cette filière, au sein de cette industrie. On n'est pas là pour faire du court terme, du business, en tout cas qu'à court terme. Bien sûr qu'on est une société privée à part entière, on a un objectif de rentabilité, mais à travers ce qu'on a fait sur la Digital SITL en quelques semaines, d'ailleurs c'est une offre, entre guillemets, qui n'était non monétisable, on l'a rappelé à différents endroits, à différents moments auprès de la presse, et ça a été bien perçu, le fait qu'on joue le jeu et qu'on essaye aussi, nous, d'être solidaires de ce qui s'est passé, en tout cas, sur ce marché depuis quelques semaines. Voilà, donc en tout cas, on a confirmé le rôle de la SITL au cœur de cette filière, de cette industrie, et c'était vraiment le message qu'on voulait porter avec Alain et toutes les équipes que je félicite d'ailleurs. Très bien. On a également avec nous Gabriel Schumacher. Je le dis bien, au fait, on dit Schumacher, hein, parce que j'ai fait allemand première langue et du coup, des fois, j'aime bien m'inventer. Et mes origines, une partie de mes origines sont allemandes, donc on prononce à l'allemande. Schumacher. Très bien, donc Schumacher, très bien, je vous en prie. Donc vous êtes directeur logistique de BSH électroménager, filiale de distribution des produits des marques Bosch, Siemens et d'autres que vous compléterez. Neuf également. Voilà. Également directeur de l'entrepôt français de 60 000 m² situé à l'est de Paris. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs missions, plusieurs rôles qui vous permet d'avoir un certain recul sur comment s'est passé ce premier semestre. Et je crois que vous avez des choses à nous dire justement sur la gestion de la logistique pendant cette période particulière qui offrira en fait un complément aux conférences qu'on a pu voir et que certains n'ont peut-être pas vues et qu'ils pourront voir plus tard. Donc voilà, votre perception de ce début d'année. Alors c'est vrai que effectivement, janvier-février avait commencé très très bien, et on a l'habitude des plans de continuité d'activité, c'est-à-dire c'est que de gérer, de travailler dans l'incertitude, de gérer le VUCA, donc le volatile, l'ambigu, l'incertain, le complexe, c'est notre tâche quotidienne. Et donc on avait un plan de continuité d'activité. Mais il était, on va dire, circonscrit à l'entrepôt, à notre organisation. Et quand d'un seul coup, vous avez votre chiffre d'affaires qui est divisé par 20, du coup, que fait-on dans les flux aval et qu'est-ce qu'on fait aussi pour les flux amont? Et du coup, la grande leçon de ça, c'était qu'on n'était plus tout seul à avoir des problèmes. Et il a fallu donc avoir une capacité d'organisation en fonction de tout le contexte qui changeait autour de nous. Et c'est-à-dire, très concrètement, vous envoyez un jour des camions vers les clients et brutalement, tous les entrepôts étaient fermés. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce que vous faites? Et du coup, vous avez les usines qui continuent à produire d'un autre côté. Et qu'est-ce que vous faites pour que les usines ralentissent, voire s'arrêtent de mettre les appareils dans l'entrepôt? Parce qu'au bout de quelques temps, et pas plus d'une semaine, on aurait eu un entrepôt complètement plein. Et donc, il y avait on va dire, cette triple complexité interne à gérer, avec la partie de la baisse des ressources, de la motivation du personnel, etc. Où là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré qu'il y avait un capitaine à bord et on y a été. Mais c'est comment après travailler tous les jours en changeant les réseaux de transport, parce qu'il y avait un jour, il y avait tel transporteur qui pouvait encore travailler, un jour, il y avait tel transporteur qui ne pouvait plus travailler, etc. Donc, il fallait tous les jours changer le réseau de transport
les choses auxquelles on n'était pas habitué, parce que c'est des réseaux, on les fait sur l'année, après ils se modifient en fonction de la saisonnalité ou d'un transporteur qui fait défaut, etc. Et là, c'était l'intégralité. Donc, vous n'avez plus de clients. Vous avez des transporteurs qui sont on va dire, fugaces. Et puis derrière, vous avez des usines qui normalement continuent à produire, qui doivent nous acheminer les flux qu'il fallait arrêter. Donc, c'était extrêmement complexe à gérer. Finalement, c'était très challengeant. Et même mon épouse, elle me disait, mais t'es content de partir, t'es content de ce qui arrive. Je dis, mais non, je suis pas content de savoir qu'il y a des dizaines de milliers de morts, mais je suis content de manager dans l'incertitude. Ça, c'est vrai. Donc, c'était très challengeant. Oui, mais c'est ce qu'on retrouvait effectivement dans les témoignages. C'est que ça fait partie du quotidien du logisticien et on est presque heureux de retrouver ces difficultés-là. Et du coup, comment vous avez géré, comment vous avez rebondi Alors l'idée, les directions générales nous ont suivis en disant on ne ferme pas, on continue à livrer les quelques clients qu'on avait. Et donc il y avait des clients qui disaient nous on livre de l'informatique, donc on est une boutique essentielle, donc on peut aussi livrer quelques fours, etc. Et donc progressivement tous les jours on a remis finalement tout doucement des flux en place, on va dire pratiquement par capillarité, et il fallait réduire complètement la voilure parce qu'à un moment donné vous avez les coûts. Vous avez vos coûts fixes, vous avez vos coûts variables, et ben vos coûts fixes, ils sont là. Et comment on va réduire la voilure? Et du coup, finalement, j'avais plus de personnes que nécessaire. Donc, on a enlevé les absences pour pathologie, on a enlevé les absences pour garde d'enfants. Et du coup, un système qui fonctionnait en 3/8, 24/24, vous faites un système qui fonctionne à limite en 2 équipes très, très restreintes. Et on est passé de 150 personnes à 60 personnes sur le site, très, très vite. Et comment on remotive les gens, etc. Donc ça, c'était la vraie problématique de continuer l'activité. Alors on avait de la chance, on avait très très vite du gel, très très vite on a fait respecter les mesures barrières, donc ça nous a aidé et progressivement effectivement on a eu le reste du matériel. Et on a mis, alors ce que j'ai fait effectivement, j'ai monté une mini-cellule de crise permanente et donc qui était en, on va dire pas en H24, mais qui était bien on va dire en 8h, 22h et sur le site. Donc on n'a pas été en télétravail, on est venu sur le site. Et donc les collaborateurs nous voyaient et on agissait sur le site. Et du coup, ça a été très très motivant. Ouais. La problématique était logistique, mais elle était également managériale. C'est-à-dire qu'il faut garder... ouais. Sécurité, managériale et effectivement logistique, on va dire. Voilà. Il y avait ces 3 facteurs-là qu'il fallait maîtriser. Très bien. Alors, SITL, ça veut dire Semaine de l'innovation du transport et de la logistique. Et on a deux témoins innovation, on va dire. Avec nous, donc Fabien Hénoux et Éric Ballot. Alors Éric Ballot, professeur d'ENIM de Paris, membre du jury de l'innovation, également membre du comité stratégique, c'est ça? Ou, oui? Oui. Oui, ça y est, je vous ai retrouvé. Donc, avec tous ces titres-là, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des tendances d'innovation avant la crise, pendant la crise, après la crise? Est-ce que vous avez un regard du fait de professeur Omine qui peut nous éclairer? En fait, oui. Alors en fait, sur l'innovation et le jury proprement dit, je laisserai la parole à Fabien, qui a oui. suivi la chose de très très près. Fabien Hénoux. Sur le côté, peut-être avec un tout petit peu de recul sur d'où on vient, quelles sont les grandes tendances, parce qu'effectivement, on a su réagir de manière assez instantanée. Les chaînes logistiques ont montré leur capacité d'adaptation, comme ça vient d'être indiqué par Gabriel Schumacher. Mais on est aussi pris par des mouvements de très long terme. Et je voudrais juste, du coup, je pense que la crise a mis aussi en évidence ces grandes tendances dans lesquelles nous sommes et ces grandes tendances qui vont peut-être bouger à l'issue de la crise. Donc, je voudrais développer très rapidement quelques points. Le premier, c'est qu'on est dans une grande logique de spécialisation. Donc, en fait, on a des acteurs qui sont spécialisés pour faire certaines choses. Des fois même, on a un seul fournisseur. Et en fait, ça crée une grande vulnérabilité. Parce qu'il suffit que vous ayez, je ne sais pas, si je prends l'exemple de Gabriel, son fournisseur de résistance vitrocéramique qui s'arrête et il ne peut plus sortir. Et non seulement lui, mais lui et ses concurrents ne peuvent plus sortir une seule plaque de cuisson de ce type-là. Et des exemples comme ça, il y en a foison. Alors évidemment, on dit
on va relocaliser, puis ça va être formidable. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que cette localisation, elle a créé une espèce d'immense toile d'araignée autour de la Terre, et cette toile d'araignée, avec le temps, elle s'est déplacée essentiellement vers l'Est, vers l'Asie. Pourquoi? Pour des coûts et pour des marchés, des nouveaux marchés. Alors, les coûts, c'est plus tout à fait vrai, puisque les prix montent, les coûts montent très vite en Asie, mais ça a créé aussi une distance. Et cette distance, notamment quand on a des problèmes de transport, elle crée un effet retard extrêmement important quand on prend des décisions. Et je pense qu'on vit un espèce qu'on appelle l'effet coup de fouet ou blue effect en anglais. On est en plein dans cet effet-là. Un jour, on dit « Ah, on n'a plus de masque ». Le lendemain, on dit « Mais comment c'est possible ? On en a beaucoup trop ». Et on est en plein là-dedans. Je pense que c'est un effet très important qu'on va continuer à subir, qui signifie des déséquilibres extrêmement importants et qui vont perdurer pendant au moins 18 mois, 24 mois après cette première impulsion, sans compter ce qu'on n'espère pas, c'est-à-dire des retours. Et quand on rajoute à ça que en fait, la doctrine générale, c'est les flux tendus, le zéro stock, le need management, évidemment, ça crée quelques soucis. Puisqu'évidemment, quand vous êtes dans des périodes de déséquilibre, le fait de ne pas avoir de stock, c'est quand même quelque chose de compliqué. Pas mais trop aussi, comme le soulignait Gabriel juste avant. Or, le juste à temps, c'est quand même né dans l'automobile. Et l'automobile, une usine automobile, ça consomme exactement la même chose tous les jours. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Alors, certes, quand on est dans des régimes bien stabilisés, eh bien, en fait, on peut avoir l'impression que toute l'industrie peut s'aligner sur le mode de fonctionnement de l'automobile. Mais en fait, ce n'est pas aussi vrai que ça. Et notamment pour un certain nombre de biens, ce n'est pas vrai du tout. Et ça, je crois que la crise l'a montré de manière assez forte. Et nous, on a vécu par l'intérieur un petit exemple sur lequel je vais m'appuyer, c'est les PSE. Alors moi, je suis comme vous, ça vous dit certainement rien, un PSE. J'espère d'ailleurs que vous ne savez pas ce que c'est. Ça veut dire que vous les avez évités. C'est un pousse-seringue électrique. Et en fait, il en faut entre 4 et 6 pour un lit de réanimation. Donc, c'est un équipement qui est absolument stratégique et vital. Et en fait, on a reçu, le laboratoire a reçu un appel via nos industriels de la PHP qui voulait 5000 pouces-seringues tout de suite. Parce que son fournisseur ne pouvait plus fournir. Parce que son fournisseur avait plus de stock. Il n'avait pas de réserve stratégique. Or, on est sur des équipements vitaux. Et vous voyez la tension qui est entre ces deux choses-là. Et donc, alors nous, on a les spécialistes de la conception. Et donc, ils ont regardé comment on pouvait faire, comment on pouvait se procurer des pouces-seringues par toute solution. Évidemment, il y a, comme on a pu voir, le bricolage, les imprimantes 3D, tout un tas de choses, les vétérinaires, etc. Mais une des pistes les plus prometteurs, c'était d'aller les chercher là où ils étaient. Et où ils sont, en fait, en Chine, comme d'habitude. Et donc là, on a utilisé une partie de notre équipe qui est d'origine chinoise, qui s'est levée à 4 heures du matin pour appeler les fournisseurs chinois l'un après l'autre et trouver quels étaient les bons fournisseurs. Et là, on se rend compte que en fait, c'est la proximité qui a fait la différence, le côté très opérationnel, même si on est des chercheurs. Et on se rend compte aussi de la difficulté d'avoir accès à des marchandises pourtant stratégiques. Vous ne les trouvez pas sur Google, vous ne les trouvez pas sur Amazon, vous ne les trouvez pas sur Alibaba, et vous ne pouvez pas les faire venir comme ça, sur un claquement de doigts. Et donc, il a fallu vraiment négocier pied à pied et ensuite passer les dossiers à la PHP pour qu'ils finalisent les contrats, parce que nous, on n'avait pas acheté ce genre de choses. Et je pense que ça pointe plusieurs choses. Ça pointe des besoins pour des outils plus modernes, enfin des outils de, comment dirais-je, de pilotage des flux, mais aussi de connaissance de où sont les stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une dimension de marché, c'est une information un peu stratégique, un peu cachée, etc. Et on n'arrive pas à savoir où sont les produits. Or là, on était passé dans un mode où il fallait savoir où étaient les produits. Et du coup, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à savoir où sont les produits. Et je pense que des situations comme ça, il y en a eu plein, y compris dans le domaine des transports, où en fait, d'un côté, vous avez des gens qui n'ont pas de travail, de l'autre côté, des gens qui ne savent plus quoi faire parce qu'ils ont beaucoup trop de travail. Donc, ces situations de déséquilibre, c'est une vraie préoccupation dont je pense qu'on n'a pas du tout, on n'est pas encore sorti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
La relocalisation, c'est sympathique, mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, on est dans des réseaux maillés, donc on ne peut pas tout relocaliser simplement. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça c'est certain. Par contre, on peut quand même travailler sur les modèles de pilotage de flux, on peut travailler sur des outils qui améliorent la visibilité au-delà des entreprises. On peut aussi travailler sur des formes de maillage pour arriver à mieux partager les ressources. Et là, en fait, il y a le baromètre Déméter qui va sortir là incessamment sous peu, donc c'est un peu une exclusivité parce qu'il n'est pas encore sorti, et qui montre parce qu'en fait on collabore avec l'association du Club Déméter, et qui a montré la force des solutions partagées et la force du collaboratif et la force de l'opérationnel dans cette situation, ce qui était également souligné par Gabriel juste avant. Et je pense que ça va aussi ouvrir des possibilités aux gens, parce que des tas de choses dont tout le monde pensait qu'elles étaient impossibles, du jour au lendemain se sont révélées. Ce n'est pas que les gens les ont envisagées, c'est qu'ils les ont directement mises en œuvre sans se poser, je dirais presque, des questions plus avant. Alors ça a été particulièrement vrai dans le monde du transport, mais pas seulement. Nécessité, parmi les acteurs qu'on a... Pardon ? Nécessité faisant loi. Exactement, et je vais terminer par là. Et je vais terminer juste qu'en fait, dans ce baromètre qui est fait tous les ans avec Déméter, en fait, les membres de Déméter qui sont plutôt dans l'alimentaire, produits de grande consommation, pensent que ça aura un impact durable sur l'organisation de leur chaîne logistique, y compris après la crise. À la fois sur l'aspect changement de la demande, plus de e-choses, de e-commerce et de choses comme ça, mais aussi donc tout ce qui est omnicanal, etc., mais aussi tout ce qui est, comment dirais-je, restructuration. Leur manière de travailler vont être impactées à court terme. Et comme l'a dit Gabriel, on se rend compte que les plans de continuation d'activité n'étaient absolument pas taillés pour répondre à la question qui a été posée. Et ça, je pense qu'en fait, il va falloir inventer d'autres formes de logistique pour répondre à ces questions-là, qui risquent de devenir récurrentes, parce que ce n'est pas parce qu'il y a le Covid que la crise économique disparaît, ce n'est pas parce que la crise économique disparaît que le développement durable disparaît, etc. Et ça va être tout en même temps. Voilà, je ne veux pas être... pour un vendredi après-midi, ça fait beaucoup, mais voilà. Mais du coup, ça offre une bonne transition pour Fabien, parce que justement, en étant président fondateur de Spring Project, en étant instigateur de Smart Supply Chain Village, qu'on aurait dû voir, mais qu'on n'a pas pu voir, mais qu'on a eu quand même un aperçu grâce à la conférence de ce matin sur ce qu'était la Smart Supply. Justement, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de ce qui s'est raconté en coulisses sur les prix de l'innovation, sur le Startup Contest, sur voilà, de comment la logistique va se réinventer, va innover pour faire face à ce type de crise, mais finalement pour faire face à des évolutions normales. Bon, pour rappel, nous on accompagne depuis 2 ans RID en tant qu'innovation partner à la fois sur le prix d'innovation et sur le Startup Contest. Je laisserai le soin à Alain et à Thomas de parler de ce qu'il en sera pour les prix qui auraient dû être remis pendant ce salon, vu que là, forcément, contexte Covid, cas particulier. Donc, en tout cas, ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est qu'en effet, on est dans des métiers qui subissent des mutations assez violentes, un petit peu en retard par rapport à d'autres environnements métiers, mais la digitalisation a fait son chemin et on voit énormément de secteurs. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de secteur dans la supply chain qui ne subit pas un début de transformation, à aucun, y compris ceux qui semblaient intouchables, comme l'environnement maritime, par exemple, vit aujourd'hui des bouleversements assez majeurs. On voit énormément de startups venir remettre en cause des choses relativement institutionnalisées depuis longtemps. Alors après, le débat qu'on peut avoir au sein du comité qui s'occupe des prix d'innovation et du Startup Contest, c'est bien d'innover, faut-il que ce soit pertinent et viable dans le temps. Ça, c'est un autre sujet. C'est typiquement la responsabilité d'un Spring Project là-dedans de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de savoir comment les grandes entreprises de notre secteur peuvent opérer des pivots pour préparer l'avenir. Et là aussi, il y a un vrai sujet, c'est le débat qu'on a eu ce matin en parlant de Smart Supply. Donc, la supply chain aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais la supply chain dans 10 ans, on a un petit peu plus de mal à définir qu'est-ce qu'elle sera. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. Les technologies qui nous entourent vont irradier l'ensemble de nos écosystèmes.
Donc on va avoir des environnements smart partout autour de nous, des villes smart, smart city, des data smart, data connectées, des buildings smart, smart buildings, etc., smart car. Et il suffit d'aller comme tous les ans au CIS, comme je fais tous les ans avec une délégation de dirigeants de notre secteur, pour voir à quel point notre monde se connecte. Et donc, il n'y a pas de raison que notre supply chain ne devienne pas smart. C'était tout le débat de ce matin qu'on avait avec Yannick Buisson pour FM, avec Rémi Janin pour Savoie et avec Patrick Cazon, patron de Sigfox en France. Pour dire, voilà, tous ces sujets-là arrivent. En effet, on voit beaucoup de startups qui commencent à amener des choses, mais comment nous, professionnels, nous, grandes entreprises, nous, grands chargeurs, retailers, industriels, on va pouvoir aborder ces thèmes-là, comment on va les aborder en connexion avec les villes, parce que voilà, on est quand même des acteurs d'un ensemble qu'on appelle le monde, clairement, donc on n'est qu'une partie opérateur de ce monde-là, mais ce monde, lui, se connecte. Il se connecte et en plus, et alors là on va revenir, que ce soit la crise Covid qui est une chose, mais on pourrait aussi parler des enjeux RSE dont parlait Eric tout à l'heure, et de tout un tas d'autres problématiques liées aux évolutions des modes de consommation. Moi j'ai pour habitude de dire que la transformation de la supply chain elle est drivée par deux, trois facteurs clés qui sont la démographie d'un côté, parce que forcément que la consommation et la démographie c'est un point clé. De l'autre côté il y a des aspects juridiques et légaux, l'évolution de la réglementation urbaine, typiquement, ce sont des facteurs de transformation de nos métiers. Après, il y a des facteurs technologiques, voilà, et après, il y a des facteurs sociétaux. Une fois qu'on met ces 4 facteurs-là, c'est clair qu'on a les drivers de la transformation de nos métiers. On y est tous contraints. Par contre, personne ne sait. Alors, je vois souvent dans les chats de questions, on dit, mais alors, c'est pour quand? Alors, ça va coûter quoi? Alors, on va faire comment? Et alors, est-ce que les PME vont pouvoir s'y mettre, etc. Et sans déconner, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en s'informant, en cogitant à travers des salons comme le SITL, à travers des plateformes d'échange, on essaiera de prédire l'avenir au mieux. Moi, je dis toujours, ce qu'on projette, c'est un anti-brouillard, par exemple. Je ne dis pas que j'apporte des réponses, mais j'essaie d'apporter des données qui permettent peut-être derrière de prendre des décisions. Et c'est ça qu'on attend aussi sur un salon comme le SITL, ou qu'on attendait. Donc, merci d'ailleurs, j'en profite à Alain et Thomas d'avoir retourné l'ensemble des équipes pour faire un SITL digital, parce que c'était quand même nécessaire qu'on puisse tous échanger. Parce que, encore une fois, moi, je suis un fervent défenseur de ce genre de rencontres, vu qu'on en a profondément besoin, certes pour nos business, mais aussi pour nos réflexions et nos prises de décisions. Voilà. Après, sortir des vraies tendances, c'est pas super évident. Ce qui est sûr, c'est que le Covid vient de changer la donne. Alors ça, pour le coup, c'est sûr. Par exemple, l'impact du Covid sur la robotique et les enjeux de robotique, il est majeur. L'impact du Covid sur les processus de gestion des livraisons, des approvisionnements, etc. J'en discutais avec un cabinet d'avocats il y a peu de temps. Par exemple, on pourrait considérer qu'une mairie pourra demain, si elle est accusée d'avoir mal géré les problématiques dans sa ville, pourra dire, bah oui, mais on ne savait pas. Donc, certes, et ça sera la première et dernière fois. Maintenant, on sait. Donc, en l'occurrence, tous les acteurs qui ont été concernés d'une manière ou d'une autre par la crise Covid pourront se prévaloir une fois, et ce sera la dernière fois, de ne pas avoir su. À partir de maintenant, on rentre dans l'ère de « je sais que ça peut arriver », donc j'ai l'obligation de mettre en œuvre ce qu'il faudra. Et ce n'est pas seulement les professionnels comme Gabriel qui ont en effet depuis longtemps dans leur processus intégré des plans de continuité d'activité. Là, ça n'a rien de nouveau pour les industriels de nos métiers, mais c'est extrêmement nouveau pour les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les mairies, les écoles, etc. Tout ça, c'est complètement nouveau. Se prévaloir de ne pas savoir, c'est la première et dernière fois. Et c'est ça, pour moi, l'expérience de Covid-19. C'est que à partir de maintenant, on le sait. Et donc, on a enfin compris que les métiers de supply chain sont absolument au cœur de nos vies et que du coup, ça s'anticipe un petit peu et qu'on ne peut pas dire tiens, il me faut des masques demain. Ah non, il faut l'anticiper. Donc l'innovation, ce sera le travail collectif et plus seulement chacun sur son terrain. Pour ne pas être collectif. Alors après, moi, celui qui me dit qu'il est très fort en innovation et qu'il peut avoir sa propre cellule dédiée, on peut en reparler en tête à tête. Alors, il faut des très, 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 très gros moyens pour se permettre ça. Alors oui, je suis d'accord, Amazon a ces moyens-là, très bien. Voilà, Alibaba, JD.com, sans doute. Mais très peu d'entreprises peuvent se prévaloir d'avoir des processus opérationnels d'innovation, d'open innovation, pour scanner au millimètre ce qu'il faut faire, anticiper, faire les bons choix tactiques. En plus de ça, la particularité de nos métiers, j'aime bien le rappeler, c'est qu'on est des métiers où on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est quand même c'est typique de la supply chain. On prend l'ensemble des acteurs de notre filière, c'est rarement des entreprises qui sont très riches. Donc du coup, la capacité qu'on a à réinvestir en R&D sur nos métiers, elle est proportionnelle à nos PNL. Donc c'est un petit peu limité. Ce qui fait la vraie différence d'ailleurs avec d'autres acteurs internationaux.
Donc, du coup, se payer en in situ seul, imaginer le futur, bah, ok, moi ça me semble juste impossible. Et vu que nous on fait ça toute l'année, je me rends compte à quel point c'est complexe, hein, franchement. Ne serait-ce que déterminer qu'est-ce que je dois faire avec quel timing. Voilà. Très bien. Et il y a également la connectivité. Ça. De fait, le maillage fait que le travailler ensemble est une obligation par la réalité du terrain. Tout On ne bêtement. sait pas encore avec quelle technologie, mais on sait que ça va se faire, ça c'est sûr. Gabriel Schumacher, vous avez également été membre du jury des prix de l'innovation. Peut-être que vous avez des éléments à ajouter ou pas. Non, ce qu'a dit Fabien, c'est tout à fait cohérent. On est dans la révolution, on est dans cette révolution de toute façon de l'Internet des objets. Et cette crise-là, elle montre que l'Internet des objets c'est la bonne direction. De toute façon, c'est la bonne direction. Quand on va être capable de faire cohabiter effectivement on va dire de la robotisation et de l'humain, et qu'on va utiliser l'intelligence collective, on est dedans. La big data, on va dire, la récupération des données, elle est fondamentale. Le maillage, tel qu'il est même enseigné par Eric dans l'Internet physique, c'est-à-dire que le monde est un village. De toute façon, le monde est un village, et on n'y arrivera pas. Donc c'est l'intelligence collective, la fourmilière, voilà. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et c'est vrai que tout seul, chaque petite unité, et même un groupe comme Bosch avec 400 000 personnes, hein, a besoin en ce moment de faire un virage tellement énorme, hein, pour se débarrasser, on va dire, de ces techniques à énergie fossile, pour aller vers d'autres systèmes. Ce sont des vrais virages. Et même, je veux dire, la crise est une parenthèse. Hein. Ça effectivement, ça a forcé certains traits, on va dire. Et comme le disait Eric, il faut quand même voir au-delà. Hein. L'épidémie, on va dire, c'est un coup de baguette sur les doigts. Hein. Mais derrière, il y a des vraies tendances sur lesquelles il faut aller. Et donc, dans l'innovation, effectivement, nous, effectivement, dans le jury, on a plaisir à avoir des dossiers, etc. Et surtout quand ça vient de start-up qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et là, du coup, c'est vrai que c'est notre, on va dire, l'intelligence, on va dire l'imagination, la capacité des Français à trouver des systèmes. Mais à un moment donné, il va falloir aller au-delà et vraiment serrer les coudes pour avancer et pour monter des vrais systèmes, quoi. Hein, ça, c'est clair. Et et l'épidémie, je veux dire, c'était juste un révélateur, hein, de cette tendance. Alain Bagnot, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, pour compléter ce que disait Fabien, nous avons créé en 2000 une manifestation qui s'appelait SITL Temps Réel. J'ai très intéressé ce matin d'entendre Yannick Buisson dans la conférence de Fabien mentionner ce concept-là de temps réel comme un élément clé de l'optimisation logistique. Alors c'est vrai que si nous avons une vision idéale, dans son stade ultime, la logistique doit disparaître parce que les produits seront en temps réel disponibles au moment où on le souhaitera et sans aucun impact environnemental. Mais bon, ça c'est l'idéal. La difficulté, c'est qu'on est souvent en décalage par rapport à nos marchés. Alors je reprends cette image-là, on crée une SITL temps réel parce que nous savons que l'informatisation, enfin la gestion de l'information va devenir clé et avec une circulation la plus rapide possible entre les acteurs en 2000. Bon, nous sommes en 2020, ça reste toujours d'actualité. Et alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu une étude qui est sortie peut-être un peu avant notre épisode de Covid sur le retard, c'est une enquête auprès d'un certain nombre de grandes entreprises par rapport à la digitalisation de leur supply chain, et on s'est persuadé qu'il y avait quand même encore une grande partie des entreprises qui n'étaient pas, qui n'avaient pas du tout investi dans ce domaine-là. Sur les systèmes d'information, les technologies d'information, on voit aussi que beaucoup d'acteurs, prestataires, groupes de transport ont encore des efforts et des investissements à faire dans ce domaine. Et alors je fais un lien du coup avec la SITL sur l'avenir de cette manifestation. Nous avons des opportunités
de développement parce qu'il reste encore tout ça. C'est un peu du basique ou des fondamentaux, mais qu'il faut travailler, qu'il faut communiquer, qu'il faut promouvoir. Et à travers notre prix de l'innovation, évidemment, on y participe aussi. Mais ça nous donne de bonnes perspectives pour la suite de la ICTL. Ben justement, puisque vous avez la main côté RID, je vais parler à votre voisin. Tout ce qui s'est passé, parce que là je vois qu'on entre dans le dernier quart d'heure de la conférence. Thomas, à quoi va ressembler la SITL 2021 ? Maintenant que 2020, cette édition 2020 s'achève. Alors, c'est encore un petit peu tôt pour savoir. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que on consolide bien entendu nos relations avec nos partenaires, avec nos clients d'ailleurs, que je remercie, parce qu'il y a quand même une industrie fidèle et comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi qu'on ait marqué le coup sur cette semaine avec ce marathon digital. Donc déjà, on consolide, Alain parlait de fondamentaux, on consolide nos relations grâce à cette proximité avec nos clients pour pouvoir construire et reconstruire et les aider dans la mesure du possible à développer leur business entre maintenant et avril 2021, quand se tiendra la prochaine édition de l'ICTL à la Porte de Versailles. Ça, c'est notre rôle premier. Elle ressemblera à quoi, d'autre part? Elle ressemblera toujours à ce qu'on a envie de ressembler, c'est-à-dire qu'à promouvoir les innovations, promouvoir les bonnes idées, proposer des expériences différentes, être au cœur des actualités, des thématiques. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. D'où l'intérêt, là aussi, de puiser dans nos clients, chez les utilisateurs, chez les acheteurs, avec les membres du comité stratégique. On en a 2 qui sont présents avec nous et un partenaire comme Fabien. Donc, nous, on se veut tout au long de l'année proche de cet écosystème pour pouvoir être finalement la plateforme de résonance la plus claire possible. Maintenant, ça fait 37 ans, si je ne dis pas de bêtises, sur les CTL. Donc, ça, c'est nos gros enjeux avec un côté peut-être hybridation. Pourquoi je dis hybridation? Puisqu'on l'a bien vu que... Alors moi, je crois clairement qu'il faut se rencontrer et que le fait de se parler, de se voir et de faire des affaires ensemble, c'est essentiel. Donc, je crois beaucoup dans le média salon et dans notre façon de proposer de la valeur ajoutée à nos clients, aux utilisateurs. Par contre, on s'est rendu compte que il fallait apporter un peu de souplesse, un peu plus de digitalisation. Et c'est ce qu'on a essayé de prouver tout au long de cette semaine. Donc, on aura des formules, des solutions, je parle bien de solutions avec un grand S, qui seront un peu plus globales, un peu plus sur mesure pour nos partenaires, tant côté visiteurs que côté exposant, toujours avec un prisme contenu et qualité de service. D'accord. Et par rapport au format, est-ce qu'il y a déjà des questions qui se posent sur le format? Parce que l'expérience de cette année pourrait laisser penser que la digitalisation aura laissé quelques traces sur la retransmission, par exemple, des conférences qui auront lieu en présentiel, mais qu'on pourra peut-être retrouver en ligne. Alain veut apporter un commentaire et puis mon voisin de gauche, et j'y reviens après. D'accord. Bon, il y a juste un point aussi important sur notre marché. J'ai lu dernièrement une interview d'un des patrons de XPO et on lui posait la question sur les tendances à venir en logistique et il mettait, bon c'est normal, le patron de XPO, il mettait en avant ses capacités et les qualités de son groupe, mais je pense qu'il avait vraiment raison sur un point, c'est que beaucoup d'industriels et de distributeurs aujourd'hui se sont aperçus que la logistique ou la supply chain était vraiment une expertise qu'ils n'avaient pas nécessairement dans leur entreprise. Et donc ça ouvre des opportunités quand même significatives pour nos prestataires transport et logistique qui peuvent investir encore plus, investir en moyens, en technologie d'information et de connectivité, parce qu'il y a une vraie demande qui va s'affirmer du côté des industriels et des distributeurs. Et ça, c'est un point pour la SITL. Je pense que c'est aussi un des axes de développement. Faire venir ou revenir tous nos grands acteurs du transport et de la logistique, prestataires de transport et de logistique. Et d'ailleurs, à ce titre, après je reviens sur votre question, voilà, on confirme, on conforte notre stratégie multisectorielle en intégrant toutes ces nouvelles solutions ou en développant certains secteurs. Petit clin d'œil, on a lancé finalement officiellement il y a quelques semaines le 8e secteur
avec le secteur du froid qui vient s'incrémenter dans la chaîne de valeur complète de la CITEL. Donc voilà, c'est un événement, un salon, on parle de moins en moins de salons finalement, un temps fort qui bouge en permanence. Je reviens sur votre question pour faire synthétique. Oui, c'est un grand oui, c'est-à-dire qu'en termes de propositions et de solutions, oui, on va devoir proposer, en tout cas, sans doute, une retranscription en live des conférences majeures pour les participants qui ne peuvent pas venir. Donc, on va mixer sur les expériences de ce type-là dès 2021. C'est pour ça que cette Digital SITL, avec ses 3 axes, est très riche d'enseignements d'ailleurs. Donc, voilà, ça doit venir rajouter de la plus-value et de la valeur à nos exposants, mais aussi à nos clients acheteurs. Encore une fois, nos clients, c'est les exposants, mais c'est aussi les utilisateurs. Et c'est tout ça, le marché. Donc, on n'oublie vraiment pas, nous, les utilisateurs, bien entendu. D'accord. On approche là de la fin de la conférence et du coup, j'ai des petites questions à vous poser qui sont venues sur le chat. Alors, j'en ai une pour Fabien, je suppose. Après, peut-être que d'autres voudront répondre, mais Smart Supply Chain, quelle place française sur la scène internationale et est-ce qu'il y a des pionniers inspirants ailleurs? Ah, Fabien. Je l'ai lu en effet la question et demeurant, j'en remercie. Allô. Et je l'ai lu la question et je remercie la personne qui l'a posée parce que d'ailleurs, je mets une chemise bleu, blanc, rouge, j'aime bien défendre un peu les Français, moi, pour le coup, au niveau business. Déjà, il ne faut pas oublier que la Smart Supply Chain passera par des réseaux, soit le réseau 5G, soit le réseau IoT. Et je rappelle aussi que le leader des réseaux IoT, c'est Sigfox, c'est une entreprise française et toulousaine, qui était avec nous ce matin et qui est présent aujourd'hui à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est une grande thématique. Il n'y a aucune raison, au même titre que la robotique, que la France ne soit pas parfaitement présente sur ces sujets-là. Et vu que la supply chain française est plutôt pertinente, y compris à l'échelle européenne, il y a de très grands acteurs internationaux qui sont nés en France et qui sont présents partout dans le monde aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un des pionniers et un des leaders de ces sujets-là. De ce que je vois à l'étranger, on est d'ailleurs extrêmement pertinent. Pour la petite histoire, on sera présent, on aura pour la première fois un stand dédié à la Smart Supply au CIS à Vegas. Ça sera la première fois en 40 ans dans ce salon que quelqu'un prendra le drapeau de la supply chain avec nos amis de RID en l'occurrence et un certain nombre d'acteurs de la filière, tous les grands groupes qui travaillent avec nous. On va enfin aller porter le blason pour arrêter de parler que de Smart Santé, etc. On parlera de Smart Supply Chain en janvier et du coup on rebondira sur le Smart Supply Village au SITL en avril 2021. Ça fera la passerelle logique, d'un côté le temple de l'innovation mondiale, de l'autre côté le temple de la supply chain européenne à Paris. Donc voilà, oui, la France a son rôle à jouer et je pense que les entreprises françaises sont très pertinentes. Très bien. Autre question, moi je la trouve presque philosophique, mais quelle perspective pour le passage de la logistique de chantier à la supply chain de la construction? Alors je ne sais pas si on va y répondre aujourd'hui, parce qu'on n'a peut-être pas les intervenants qui permettront d'y répondre. Mais je propose qu'on garde ce thème pour une des conférences pour l'édition 2021. Voilà, on la garde de côté et on verra qui on peut faire venir pour y répondre, à moins que l'un d'entre vous ait des éléments de réponse. On va laisser Eric Ballot y réfléchir. Il nous fera une proposition, à mon avis, pertinente à terme. Je vous donne une piste pour l'année prochaine. La construction par essence et les chantiers sont des choses éphémères. Et contrairement à l'activité industrielle qui est plus pérenne, même si, on l'a vu dans les derniers temps, l'activité industrielle peut être elle-même chamboulée. Et donc, je pense que le thème qui nous est soumis, c'est effectivement, on peut avoir des passerelles à créer entre la logistique de chantier qui se reconfigure elle-même et qui doit être extrêmement agile parce qu'on passe d'un chantier à un autre très rapidement, à ce qu'on peut apprendre et ce qu'on peut en faire pour l'ensemble de la logistique pour répondre à des demandes qui, comme disait le Fabien, on ne les connaît pas forcément. Mais pourtant, il va falloir y répondre quand même. Et donc, mais par contre, on sait aussi on va savoir de mieux en mieux les ressources dont on dispose grâce au Smart. Et donc, il reste encore un pas à combler, c'est comment on arrive à mieux connaître l'état du système, de manière à construire des réponses qui sont plus robustes, plus agiles et certainement plus partagées que des réseaux plus figés qu'on avait jusqu'à présent et qui montrent leurs limites quand il faut se passer d'un bout à un autre. Mais
pour la construction en tant que telle, je pense qu'effectivement, vous avez raison, il va falloir que l'on fasse une session dédiée avec les spécialistes de la chose. Très bien. En tout cas, merci à ceux qui ont posé les questions. On arrive à la fin. Je vais remercier tout le monde. Alors, tous ceux qui ont permis que cette semaine se déroule, tous ceux qui ont animé, qui sont intervenus. Et je tiens à rappeler que pendant cette semaine également, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés, d'études qui ont été faites, de sondages. Je pense notamment à une étude de Livestar, au baromètre de l'AUTF, Eurogroupe, pour la perception des chargeurs sur différents éléments. Donc, tout ça, soit les informations seront disponibles sur le site de la SITL, soit un contact de la SITL vous permettra d'y accéder. Voilà. Et également pour les conférences auxquelles vous n'auriez pas eu la chance d'assister par manque de temps ou par manque de connexion, un replay sera bientôt possible, si je ne me trompe pas. Thomas, Alain, c'est bien ça? C'est bien ça, replay sous à peu près 8-10 jours. Et puis on communiquera régulièrement dessus aussi pour faire des pastilles et quelques temps forts sur certaines thématiques qui ont été très intéressantes. Voilà. Juste, Héloïse, avant que vous concluiez définitivement, juste un point. J'en profite pour remercier l'équipe de RID, voilà, Thomas Desplanques et Léonie Loiseau qui est en face de moi, Célia Lopez qui est un peu plus loin, parce que c'est un travail considérable de produire une semaine dans cette configuration. On n'imagine pas le volume, alors je ne parle même pas des aspects technologiques qui rajoutent au stress et à la pression sur les équipes, mais vraiment c'est une équipe exceptionnelle et voilà, je les félicite en direct. Oui, et pour leur talent et leur bienveillance et leur patience. Voilà. Merci à tout le monde. Trois derniers points, très rapides. Merci à Fabien aussi, voilà, encore une fois, qui fait partie du club des partenaires et donc qui nous entoure tout au long de l'année. Ce n'est pas que pendant 3-4 jours, c'est tout au long de l'année. Idem à Gabriel et à Eric qui font partie du comité stratégique. Donc je rappelle que c'est aussi les comités stratégiques avec lesquels on s'inspire et on travaille sur chacune des éditions. Et tout ça, c'est des pièces maîtresses importantes. 3 dernières choses. Fabien a parlé des prix d'innovation, Alain aussi. Ça fait quand même les 20e édition des prix d'innovation qui n'ont pas pu se tenir en mars. Donc rendez-vous la veille de Supply Chain Event, c'est-à-dire que le 16 novembre, où on célébrera les 20e prix d'innovation. On en profitera pour faire le Startup Contest également. Donc, on va apporter une synergie entre SITL et Supply Chain Event. Ça, c'est le 16 novembre. 17-18 novembre, Supply Chain Event, comment activer la transformation digitale sur la supply, vous le savez. Et puis, je rappelle quand même, c'est bien un peu de faire de promotion quand même pour la prochaine SITL qui se tiendra physiquement. On touche du bois du 13 au 15 avril à Porte de Versailles. Et merci encore pour votre fidélité à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette digitale SITL. Merci Louise. Merci, au revoir.